Cette demande a été soutenue par plusieurs autres pays de la région, mais n'a pas conduit à une procédure formelle, soi-disant Cour internationale de justice. Voilà ce que vous faites. Les exigences de reconnaissance par Paris, de la reconnaissance pour les crimes commis et de présentation d'excuses officielles ont été régulièrement formulées par les Algériens, les Rwandais, les Maliens, les Burkinabés. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Quand la prescription des faits, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de pillage de l'armée française sont couverts par la justice. C'est tout simplement scandaleux. En 2010, l'association des victimes de répression à Madagascar a intenté une action collective contre l'État français, exigeant la reconnaissance des crimes, des compensations et la tenue d'une enquête indépendante sur les événements de 1947. Le tribunal français a rejeté la requête. Vous voyez, la justice au service du néocolonialisme. En 2010, M. Diop, Mme Diop, veuve du leader de l'Union des populations du Cameroun, Félix Moumié, a intenté une action en justice contre l'État français, l'accusant du meurtre de son mari et exigeant la reconnaissance de la responsabilité et des compensations pour le préjudice subi. Le tribunal français a rejeté l'action. Moumié assassiné par l'espion français William Bechtel en novembre 1960. Sa femme demande à la France de reconnaître son crime qui a été documenté et reconstitué. La France rejette. En 2011, Amirouche, fils du colonel Amirouche, un célèbre leader de la résistance algérienne, a intenté une action en justice contre le gouvernement français, l'accusant de torture et de meurtre de son père en 1957. Il réclamait la reconnaissance des crimes et une compensation pour le préjudice moral. Le tribunal a rejeté l'action en invoquant la prescription, c'est-à-dire le soi-disant délai dépassé. En 2011, l'Association des Camerounais pour la vérité et la justice, représentant les descendants des victimes de répression, a intenté une action collective contre la France, exigeant la reconnaissance des massacres, des tortures et des répressions, ainsi que des compensations. La requête a été rejetée par le tribunal français, mais la pression publique a continué de croître, conduisant à la reconnaissance officielle par le gouvernement français de la brutalité de la répression des révoltes. En 2014, un groupe d'activistes africains a déposé une pétition auprès de la CPI, demandant l'ouverture d'une enquête sur les actions de la France en Afrique, incluant les répressions et les massacres. La CPI n'a pas initié d'enquête officielle, mais cette initiative a attiré l'attention internationale sur le problème. Vous voyez la soi-disant Cour pénale internationale? Elle est aveugle quand il s'agit de parler des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des crimes de pillage des pays européens et notamment de la France. En 2015, les descendants des victimes de la répression, de l'insurrection à Madagascar en 1947, ont intenté une action en justice contre la France, réclamant la reconnaissance et des réparations pour les meurtres et les destructions. En 2016, le gouvernement français a accepté de verser des compensations à certaines victimes. En 2017, un groupe de descendants des victimes du massacre de Sétif, en Algérie, a de nouveau intenté une action en justice contre la France. Ce groupe comprenait des proches des morts et des survivants algériens qui affirmaient que les troupes françaises avaient commis des crimes de guerre. L'action en justice exigeait la reconnaissance des crimes, le versement de compensations et la tenue d'une enquête indépendante. Le tribunal français a de nouveau rejeté la requête, vous voyez, affirmant que trop de temps s'était écoulé depuis les événements, rendant l'examen du cas impossible. En 2017, un groupe d'activistes et d'historiens malgaches, étudiant les conséquences de l'insurrection de 1947, a intenté une action en justice contre le gouvernement français, exigeant la reconnaissance des massacres et des répressions, la divulgation de toutes les données d'archives et le versement d'indemnités aux victimes. La requête a été rejetée par la justice française. En 2020, l'ONG française Survie a intenté une action en justice, accusant la France de complicité dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et de protection des criminels. L'affaire est toujours en cours d'examen par le tribunal depuis 6 ans. Troisième exemple, des poursuites pour dommages économiques contre la France. En 2004, un groupe d'activistes haïtiens
a intenté une action en justice contre la France, réclamant le remboursement des dettes payées. Les tribunaux français ont rejeté la requête, mais elle a suscité de larges débats sur la nécessité de compenser l'exploitation coloniale. En 2019, plusieurs organisations d'Afrique de l'Ouest ont intenté une action collective contre la France, réclamant des compensations pour les dommages causés par la politique économique coloniale. Bien que la plainte n'ait pas été retenue, elle a attiré l'attention sur le problème de l'injustice économique. Quatrième exemple, parlons un peu de quelques pétitions d'ONG. En 2005, Amnesty International a soumis une pétition à l'ONU demandant une enquête indépendante sur le massacre de Sétif et l'indemnisation des victimes et leurs descendants. La pétition a attiré l'attention internationale sur les événements 1945, mais n'a pas eu de conséquences juridiques concrètes. Néanmoins, cela a marqué une étape importante dans le processus de reconnaissance des injustices historiques. En 2009, Amnesty International a déposé une pétition à l'ONU exigeant la reconnaissance des crimes commis par les troupes françaises au Cameroun et la tenue d'une enquête indépendante. Aucun résultat concret n'a été obtenu. En 2010, Human Rights Watch a adressé, bien sûr c'est la France qui a bloqué le processus, Human Rights Watch a adressé une requête à l'ONU appelant à une enquête et à la reconnaissance du massacre de Sétif comme un crime contre l'humanité. La pétition a sensibilisé le public au problème et exercé une pression sur le gouvernement français, mais n'a eu aucune conséquence juridique concrète. Pourquoi? La France a opposé son droit de veto. En 2013, Amnesty International et Human Rights Watch, en collaboration avec des militants malgaches, ont déposé une pétition auprès du gouvernement français, exigeant la reconnaissance des crimes contre l'humanité commis par les troupes françaises, le versement d'indemnités et la divulgation de toutes les archives relatives au soulèvement de 1947. Aucun résultat n'a été obtenu. En 2013, Amnesty International et Human Rights Watch, en collaboration avec les organisations camerounaises de défense des droits de l'homme, ont déposé une pétition auprès du gouvernement français, exigeant la reconnaissance des crimes et les indemnités pour la répression des révoltes au Cameroun dans les années 50. Aucun résultat concret n'a été obtenu. En 2015, la Fédération internationale pour les droits de l'homme, conjointement avec les organisations algériennes de défense des droits de l'homme, a soumis une pétition à l'ONU, exigeant la reconnaissance et des indemnisations pour le massacre de Sétif. La pétition a attiré l'attention de la communauté internationale et intensifié la pression sur la France, mais n'a eu aucune conséquence juridique concrète. En 2020, plusieurs organisations internationales et algériennes de défense des droits de l'homme, y compris Human Rights Watch, Amnesty International et la FIDH, ont déposé une pétition conjointe à l'ONU, incluant des exigences de reconnaissance du massacre de Sétif comme un crime contre l'humanité, la tenue d'une enquête indépendante, la divulgation des documents d'archives et le versement d'indemnités. Les organismes ont également exigé des excuses officielles du gouvernement français. La pétition conjointe a renforcé la pression internationale sur la France et a favorisé la discussion de la question dans les forums internationaux, mais aucune action concrète n'a suivi. Cinquième exemple, la responsabilité de la France pour les crimes du colonialisme et du néocolonialisme, la reconnaissance de la culpabilité par les Français, la présentation d'excuses officielles et l'indemnisation des anciennes colonies ont été soulevées à plusieurs reprises au niveau officiel. En particulier, en juillet 2005, une déclaration de l'Union africaine a été adoptée, appelant la France à reconnaître sa responsabilité pour les crimes coloniaux et à indemniser les familles des victimes. Des exigences similaires ont été formulées à l'issue du sommet de l'Union africaine en janvier 2013. La même année, la communauté des Caraïbes a créé une commission pour les réparations, chargée des questions d'indemnisation pour l'esclavage et le colonialisme. La commission a adressé des demandes aux anciennes puissances coloniales, y compris la France, exigeant la reconnaissance des crimes coloniaux et le paiement des réparations. En 2015, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont publié une déclaration conjointe appelant les anciennes puissances coloniales, dont Paris, à reconnaître leurs responsabilités pour les crimes coloniaux et à verser des indemnités. En 2018, l'Union africaine a adopté une déclaration condamnant les crimes du colonialisme et soulignant la nécessité de mener des enquêtes internationales. Le document appelait à la création d'un mécanisme international pour les réparations. Sixième exemple, les anciennes colonies ont soulevé à plusieurs reprises la responsabilité des Français
pour le colonialisme dans diverses instances internationales. Ainsi, en 2001, l'Algérie a inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU la nécessité de condamner le colonialisme et de reconnaître ses crimes. En 2010, l'Algérie a tenté de saisir la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes coloniaux de la France, mais l'affaire n'a pas avancé en raison des difficultés liées à l'application rétroactive de la juridiction de la Cour. En 2015, le Sénégal a initié une discussion au sein de l'Union africaine sur la nécessité de condamner le colonialisme et de reconnaître ses crimes, y compris ceux de la France. En 2016, le Vietnam a lancé un débat au sein de l'ASEAN sur la condamnation des crimes coloniaux et les mesures possibles pour tenir les anciennes puissances coloniales, y compris la France, responsable. En 2017, le Mali a saisi l'ONU et l'Union africaine pour demander une enquête internationale sur les crimes coloniaux de la France et examiner la possibilité d'indemniser les victimes. En 2018, le Cambodge a soumis une demande à la Cour internationale de justice pour examiner la possibilité de tenir la France responsable des crimes commis pendant la période coloniale. Cette demande a été soutenue par plusieurs autres pays de la région, mais n'a pas conduit à une procédure formelle, soi-disant Cour internationale de justice. Voilà ce que vous faites. Les exigences de reconnaissance par Paris, de la reconnaissance pour les crimes commis et de présentation d'excuses officielles ont été régulièrement formulées par les Algériens, les Rwandais, les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais et les Vietnamiens. En particulier, le rapport de la Commission rwandaise pour l'unité nationale et la réconciliation de 2008 et le rapport de la Commission nationale de lutte contre le génocide de 2010 ont documenté l'implication des troupes françaises dans l'extermination des Tutsis en 1994. En 2018, l'Assemblée nationale algérienne a publié un rapport accusant la France de torture systématique, de massacres et d'autres crimes contre l'humanité pendant la période coloniale et particulièrement durant la guerre d'indépendance. Le rapport contient des témoignages sur des exécutions de masse, des bombardements de villages et l'utilisation de napalm. En 2020, l'Algérie a créé la commission Vérité et Réconciliation pour documenter et reconnaître les crimes du colonialisme. Cette commission a publié plusieurs rapports avec des témoignages détaillés sur les tortures, les déportations et autres abus. En 2015, des historiens et des organisations de défense des droits de l'homme camerounais ont publié un rapport décrivant en détail les répressions contre les mouvements nationaux, en particulier contre l'Union des populations du Cameroun, UPC. Le document affirme que les troupes françaises ont tué des milliers de civils. En 2019, le gouvernement camerounais a initié une étude des archives, conduisant à la publication de documents confirmant des faits de massacres, de torture et d'autres crimes des autorités coloniales françaises. En 2017, le gouvernement malien a publié un rapport accusant la France de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris des exécutions massives, des déportations et de l'exploitation économique. Un groupe d'historiens maliens a publié en 2020 une étude détaillant les crimes des colonisateurs français, y compris la destruction de la culture et de l'économie locale. Des rapports similaires imputant à la France la responsabilité des crimes du colonialisme et du néocolonialisme ont été préparés en Guinée 2008, au Sénégal 2009, au Vietnam, en Côte d'Ivoire 2016, au Tchad 2017, au Burkina Faso, au Cambodge 2018, au Gabon 2019 et en République centrafricaine 2020. Sixième et dernier exemple. Des documents similaires ont été publiés par les organisations régionales africaines. En 2015, la CEDEAO a préparé un rapport sur les conséquences du colonialisme en Afrique de l'Ouest, comprenant des témoignages sur les répressions, l'exploitation économique et les déplacements forcés effectués par les autorités coloniales. Le document décrit les conséquences économiques à long terme du colonialisme, telles que les inégalités, le retard des infrastructures et la pauvreté. Il contient des exemples d'oppression culturelle et de destruction des structures sociales traditionnelles et propose des recommandations pour la reconnaissance de la responsabilité des anciennes puissances coloniales et la création de mécanismes d'indemnisation. En 2017, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a publié un rapport sur les crimes coloniaux en Afrique centrale, présentant des exemples précis de crimes coloniaux tels que des exécutions de masse, des déportations et la destruction culturelle. Le texte analyse les conséquences à long terme du colonialisme sur le développement économique et social de la région
et propose des recommandations pour rétablir une justice historique et explorer les possibilités d'indemnisation. En 2018, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a préparé une étude sur les crimes coloniaux en Afrique de l'Ouest française, détaillant des cas de répression violente des révoltes, de travail forcé et d'autres crimes. L'étude examine les possibilités de poursuites judiciaires via les tribunaux et organisations internationaux. Enfin, nous dit ce document précieux, en 2019, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a publié un rapport sur les répressions pendant la période coloniale basé sur des dépositions de témoins oculaires. Il explore les options juridiques pour la responsabilité par le biais de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instances internationales. Ce rapport est sourcé et tiré de documents scientifiques incontestables de Benjamin Stora, son ouvrage Algeria, 1830-2000 et Short History, de Ageron Charles Robert, Modern Algeria et History, from 1830 to the present. Cet ouvrage est basé sur les travaux de Andrew C. M. Kanya Fostner, France Overseas, The Great War and the Climax of French Imperial Expansion, Thames and Hudson, 1981. Le travail de Thomas Martin, The French Empire Between the Wars, Imperialism, Politics and Society, publié chez Manchester University Press en 2005. Il est basé sur une enquête de National Geographic Education. Il est basé sur un ouvrage de Adam Hochschild, King Leopold's Ghost, publié en 1998. Il est basé, ce rapport, sur un ouvrage de Milner Gulland, E.G. Beddington, intitulé The Exploitation of Elephants for the Ivory Trade, an Historical Perspective. Il a été publié par la Royal Society for Biological Sciences et ce rapport est basé sur le travail de Crosby, Alfred, Ecological Imperialism, The Biological Expansion of Europe, 1900, publié en 1986. Cet ouvrage s'inspire des travaux de Curtin Philip, intitulé Death and Death by Migration, Europe's Encounter with the Tropical World in the 19th Century. Il a été publié en 1989. Cet ouvrage se base sur la revue critique communiste intitulée L'impérialisme français, affaibli mais toujours toxique, publié dans Contretemps en 2022. On retrouve également des articles du site reporter.net et de AP News. Je tenais à vous donner lecture de cette histoire condensée du néocolonialisme français et des tentatives de réparation judiciaire qui ont été menées, mettons, jusqu'en 2019, date de la clôture du document de la presse du monde multipolaire que je vous ai lu. Quelles sont mes réactions après avoir égrené tous ces faits scientifiquement incontestables? Mes réactions sont qu'on voit très bien que la justice française est complice, la plupart du temps, de l'exécutif français dans la défense des intérêts du néocolonialisme et de l'impérialisme français. Ça, c'est le premier constat qui s'impose. Le nombre d'affaires portées devant la justice française, mais également des affaires suffisamment évidentes où les responsabilités de l'État français dans la tragédie de peuples entiers, de nations entières, sont établies. Le nombre d'affaires qui sont rejetées par la justice française indique une alliance objective entre l'exécutif et le judiciaire pour protéger les avantages néocoloniaux, les avantages coloniaux et les avantages impériaux de la France. Premier constat. Deuxième constat, lorsque l'on essaie de faire valoir contre l'État français ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité, ses crimes économiques, devant les institutions judiciaires internationales ou devant les organisations politiques internationales, on se heurte à la même répression, on se heurte au même blanc-seing, on se heurte au même barrage, on se heurte à la même omerta. Il n'est de secret pour personne que l'ONU, étant chapeautée par le Conseil de sécurité,
et le Conseil de sécurité étant chapeauté par les membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France, qui détient un droit de veto, il ne peut pas y avoir de sanctions contre la France à l'ONU, puisque la France utilise son droit de veto pour empêcher la prise de ces sanctions. Et toutes les organisations internationales, comme la Cour internationale de justice, comme la CPI, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, ou même comme la Communauté économique des États d'Afrique centrale, ou la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, CEAC, toutes ces organisations internationales qu'on a citées là, sont sous influence, elles sont sous contrôle du régime néocolonialiste français. Voilà pourquoi elles n'ont jamais déclenché, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de la CEMAC, ils n'ont jamais été capables de déclencher un véritable processus judiciaire contre les crimes de guerre, les crimes économiques, les crimes contre l'humanité commis par l'armée française, commis par l'État français en Afrique. Ils n'ont jamais été capables de déclencher les poursuites judiciaires, les condamnations et les réparations, parce qu'ils sont sous le contrôle de ceux-là même qui sont les gardiens du néocolonialisme français, à savoir les dirigeants français actuels. Donc, il faut que vous vous rendiez compte qu'on est dans un cercle vicieux. Alors que, historiquement et scientifiquement, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques de la France en Afrique sont établis, chaque fois que les Africains veulent faire valoir leurs droits en rapport avec ces crimes, qui sont imprescriptibles d'ailleurs, ils se heurtent à la présence du veto français dans les institutions judiciaires françaises, dans les institutions judiciaires internationales et dans les institutions politiques internationales. Si vous avez compris ce deuxième constat, alors vous arrivez avec moi à la conclusion suivante. La seule façon de faire juger, condamner et réparer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques qui ont été perpétrés par la France et toutes les autres puissances coloniales, parce que la France n'est pas seule. C'est valable pour l'Angleterre, c'est valable pour la Belgique, c'est valable pour l'Italie, c'est valable pour l'Allemagne, c'est valable pour les Pays-Bas, c'est valable pour l'Espagne. Tous ces pays-là ont été coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Ils ont été coupables et ils sont coupables de crimes économiques contre l'Afrique. La seule façon d'amener ces gens-là à payer, c'est en fait de les juger dans nos propres juridictions et d'imposer les verdicts de ces jugements comme condition de poursuite de relations diplomatiques avec ces pays-là. Je recommence. La seule façon de condamner le colonialisme français, le colonialisme allemand, le colonialisme belge, le colonialisme italien, le colonialisme ou l'impérialisme américain, le colonialisme britannique, c'est de les juger dans les tribunaux de leurs victimes en Afrique, de les y condamner et de prendre le verdict de ces condamnations comme base pour la redéfinition des relations diplomatiques avec ces puissances. Et il n'y a aucune chance que la France ayant toujours droit de veto à l'ONU, l'ONU puisse sortir une résolution qui condamne la France et qui a force d'exécution judiciaire. Il n'y a aucune chance que la CPI et la Cour internationale de justice, étant encore sous le contrôle des grandes puissances occidentales, dont la France, il est impossible de penser que les Africains vont y obtenir des décisions suffisamment contraignantes pour que la France et les autres puissances coloniales, négrières, les autres puissances néocolonialistes et impérialistes payent. Parce que, en fait, dans cette affaire, que ce soit à la CPI ou à la CIJ, que ce soit à l'ONU ou à l'Union africaine, que ce soit à la CEDEAO ou que ce soit à la CEMAC, la France est à la fois juge et partie. Elle est juge et partie parce qu'elle contrôle l'ONU par son veto. Elle contrôle la Cour internationale de justice. Elle contrôle la Cour pénale internationale. On n'y envoie que ceux que la France et ses alliés occidentaux ont décidé d'y envoyer. Elle contrôle l'Union africaine, puisque l'Union africaine est dirigée par les vassaux de la France. Elle contrôle la CEDEAO, une organisation attitrée de vassaux français. Vous ne pouvez pas espérer qu'un tribunal de la CEDEAO force la France à payer. Alors que vous savez très bien que la CEDEAO, c'est le marchepied du néocolonialisme français aujourd'hui. Bon, on ne pouvait pas espérer, malgré toutes les esquisses qu'ils ont tentées, que les dirigeants de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale,
eh bien, aille jusqu'à amener l'affaire au tribunal pour condamner la France. Parce que ces dirigeants sont pour l'essentiel issus du néocolonialisme français. Ce sont des purs produits du néocolonialisme français. Donc, en fait, ils font ce qu'on appelle chez moi à Douala le vouvouk. C'est-à-dire le bruit pour rien. Toutes leurs initiatives qu'ils ont prises là, elles ont pour but d'essayer d'apaiser la colère des peuples, d'apaiser les revendications, les récriminations populaires. Mais les dirigeants de l'Union africaine, de la CEMAC, de la CEDEAO, les dirigeants occidentaux de l'ONU, les dirigeants occidentalisés sous contrôle occidental, eh bien de la CPI, de la Cour internationale de justice, n'ont rien à foutre des réparations dues aux Africains. Ils n'ont rien à foutre de la justice qui est due aux Africains. Donc, il en ressort eh bien, une conclusion fondamentale et incontournable. Ce sont les tribunaux africains qui doivent rendre justice aux Africains. Les magistrats africains doivent se saisir eh bien, de documents comme celui-ci. Ils doivent se saisir de ce compte rendu. Ils doivent se saisir de tous les travaux des historiens. Les historiens qui sont les scientifiques du temps et qui ont travaillé dans tous les pays, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe. On doit prendre les résultats des travaux des historiens, des commissions d'enquête historiennes. Ces résultats scientifiques doivent être la base factuelle, empirique, à partir de laquelle les magistrats de tous les pays africains doivent se mettre au travail. Aucune cour de justice en Afrique, aucun tribunal de première instance en Afrique ne peut dire qu'il ne peut pas se saisir d'un des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes écologiques. Aucun tribunal africain ne peut dire qu'il ne peut pas s'en saisir, car il y a une matière scientifique suffisante. Il faut que des procès soient tenus, que les derniers témoins vivants parlent, il faut que des condamnations soient proclamées, il faut que des réparations soient exigées. Ces réparations devant servir de base à la redéfinition des relations diplomatiques entre les pays africains souverains et les anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes. Voilà le minimum qu'on peut tirer quand on fait de la bonne lecture. Vous voyez, mes chers amis, quand j'ai commencé cette émission, c'était sous une attaque informatique massive. Attaque informative massive sur ma chaîne YouTube principale, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, qui a été perturbée pendant pratiquement une demi-heure. Vous en êtes témoin. Attaque informative massive sur la chaîne Université Libre, l'Afrique des libertés. Attaque informative massive sur la page Facebook Franklin Nyamsi, que l'on met d'une manière ou d'une autre sous toutes sortes de restrictions injustifiées. Signalement massif sur TikTok. Vous savez pourquoi ils font tout ça? J'espère que vous savez pourquoi ils font tout ça. Ils font tout cela parce que votre serviteur est un distilleur de vérité crue, de pain spirituel de la liberté. C'est pour cela qu'ils font tout ça. Ils font tout cela parce que votre serviteur sert la vérité. Votre serviteur sert la vérité. Et c'est pour cela qu'il s'excite comme il s'excite. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour partager massivement nos émissions. Car nos émissions sont en réalité des forces qui libèrent des liens de l'ignorance. Des forces qui libèrent des liens du mensonge. Des forces qui libèrent de l'intimidation, de l'injustice. Nos émissions sont un levain pour l'éveil du peuple africain sur tous les continents. Voilà pourquoi nous sommes attaqués. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a fait de moi sa principale cible. Voilà pourquoi il a fait de moi sa principale cible. Parce qu'il considère en réalité que ce que je vous dis contribue à empêcher la continuation de l'ignominie. La continuation de l'ignominie, la continuation de la grande dépendance. Donc partagez massivement nos programmes. Nous tiendrons bon. Nous tiendrons bon. Nous tiendrons bon. D'accord? Tenez bon, que chacun d'entre nous tienne bon, où qu'il soit. Je vous salue à travers le Mali, à travers toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Alliance des États du Sahel. Je vous salue à travers l'Afrique continentale. Je vous salue dans les diasporas d'Europe, bientôt, où je serai, d'Asie, d'Amérique,
Hein? L'Esprit de Dieu souffle partout où il veut. Et la vérité sur l'Afrique, elle va s'imposer. Elle va s'imposer grâce à vous. Elle va s'imposer grâce à nous. Elle va s'imposer. Elle va s'imposer parce que de toutes les façons, notre temps, c'est notre temps qui a sonné. Je vous remercie infiniment. Celles et ceux qui ont tenu bon, malgré tous ces aléas, qui sont allés jusqu'au bout de ce programme matinal. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez chacun télécharger la totalité de ce document lumineux. Ce document lumineux. Je vous donnerai un lien pour le télécharger. Je vous remercie. Portez-vous bien. Soyez bénis. Alors, je crois que nous avions commencé en beauté. Et nous pouvons nous séparer. Je vous souhaite un bon appétit, où que vous soyez, où que vous alliez. Merci. Pour ceux qui sont en carême et en jeûne, eh bien, musulmans et chrétiens, beaucoup de courage. Que les grâces du Tout-Puissant continuent à abonder sur vous. Ainsi soit-il. Merci.